Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Gatimel, chercheur spécialiste de la procréation. Comment vas-tu, Nicolas? Bonjour Kevin, très bien, merci. Bah écoute, c'est un grand plaisir de parler de ce sujet passionnant avec toi aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Le plaisir est pour moi. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais essayer de te présenter. Je rappelle que tu es professeur en biologie et en médecine de la reproduction, responsable du laboratoire de biologie et de la reproduction au sein du Centre de procréation médicale assistée, donc pour PMA, au sein du CHU de Toulouse, sur le site de Purpan. Tu exerces une activité de soins en lien avec la prise en charge des femmes et des couples infertiles, ainsi qu'une activité de recherche en lien avec l'amélioration des techniques d'assistance médicale à la procréation, en particulier les techniques de FIV, c'est-à-dire de fécondation in vitro. Alors, l'objectif de cet épisode va être de parler de fertilité, d'épidémiologie, de prévention, mais aussi de savoir s'il y a des liens entre la pratique sportive et la fertilité. Alors pour contextualiser un petit peu, est-ce que tu pourrais tout d'abord définir ces termes spécifiques, à savoir la fertilité, la fécondation, l'infertilité et la stérilité? Ouais, bien sûr. Alors, c'est des significations qui sont souvent très proches, mais un petit peu différentes. La fertilité, c'est vraiment un concept d'aptitude. C'est-à-dire, à un moment donné, est-ce que ce couple, puisque c'est une affaire de couple, est capable d'obtenir une grossesse? Est-ce que monsieur est capable de féconder, madame d'être fécondée? C'est vraiment un concept d'aptitude. Euh, on définit l'infertilité, par contre, par une incapacité à concevoir, à avoir une grossesse, après 12 mois d'essai de grossesse sans contraception. Voilà. Et après, il y a d'autres définitions un petit peu subtiles, mais par exemple, on emploie parfois le mot fécondité. La fécondité, c'est pas tout à fait pareil. Ça a plus, par rapport à la fertilité, une notion de compte, de résultat. C'est-à-dire, D'accord. cet homme ou cette femme est fécond, est féconde, ça veut dire, est-ce que dans sa vie, il a obtenu une grossesse? Voilà. Alors que vraiment, la fertilité, c'est un concept d'aptitude, à un moment donné, être capable de concevoir. Et puis, il y a un mot aussi qu'on emploie parfois à mauvais escient, c'est la stérilité. La stérilité, c'est pas tout à fait pareil que l'infertilité et il faut faire attention quand on emploie ce mot parce que ça n'a pas la même connotation. La stérilité, ça veut vraiment dire qu'un couple n'a aucune chance de grossesse spontanée, zéro. Donc ça doit s'employer à bon escient que dans certaines situations. C'est le cas par exemple chez un monsieur qui est azoosperme, qui n'a pas de spermatozoïde, on sait que ses chances de grossesse, d'obtenir une grossesse sont de zéro. Une ménopause précoce, c'est madame, une patiente qui n'a pas de trompe, par exemple, on peut parler de stérilité. Ça ne veut pas dire que ce couple n'aura pas d'enfant, parce que même s'il est stérile, il peut avoir recours à l'assistance médicale à la procréation par différents moyens et obtenir une grossesse. D'accord. Mais c'est Donc pas la, pareil que l'infertilité. d'accord. Donc la stérilité, c'est plutôt en fait une contrainte mécanique qui fait qu'on ne peut pas avoir d'enfant? Pas forcément mécanique, ça peut être vraiment fonctionnel, ça peut être une absence de production de gamètes, mais en tout cas, D'accord. la nuance, elle est dans les chances d'obtention d'une grossesse. L'infertilité, on sait que les chances sont très faibles, mais sont probablement pas nulles. D'accord. L'infertilité, ça nécessite une prise en charge médicale, comme la stérilité, mais la stérilité, c'est vraiment un caractère un petit peu définitif, c'est-à-dire les chances de grossesse, elles sont vraiment de zéro. Et ça Ok. ne peut s'appliquer que à certaines situations pathologiques, qui peuvent être mécaniques ou pas, mais voilà. Ok. Alors, est-ce que tu pourrais faire un rappel sur les mécanismes biologiques de la procréation, même si pour la plupart on l'a déjà vu en cours, mais il y a quelques décennies, Mhm. de faire un petit rappel de comment ça fonctionne et qu'est-ce qui fait que l'on peut enfanter. Et, euh, et après, ça nous permettra d'aborder un peu plus les différentes phases qui peuvent poser problème. Bien sûr, la fertilité, c'est vraiment une affaire de couple et c'est le résultat finalement d'un très long processus, puisque ça va être le fruit d'une fécondation entre deux gamètes,
le gamète mâle, le spermatozoïde, et le gamète femelle, l'ovocyte, qui vont fusionner, qui vont être fécondés. Mais avant ça, il y a un très long processus qui est la fabrication de gamètes en quantité et en qualité suffisante. Et D'accord. ça nécessite un processus extrêmement long chez monsieur, chez madame, qui dure environ 3 mois, et même qui résulte de processus qui ont lieu déjà dès la vie intra-utérine, euh, puis dès l'enfance. Alors, il y a ce processus-là de fabrication des gamètes qui vont ensuite fusionner, donc ça c'est la fécondation, et ça va permettre d'obtenir un embryon. Un embryon qui va se développer dans le tractus génital féminin, en particulier dans les trompes de Fallon. Et cet embryon, s'il est de bonne qualité, s'il a un équipement chromosomique qui est correct, il va pouvoir se développer et donner une grossesse évolutive. Donc finalement, vous voyez, la bonne conduite de l'obtention d'une grossesse, elle résulte de plein de processus qui sont un peu complexes, qui sont longs, chez monsieur, chez madame, qui peuvent être impactés par plein de choses, par des effets de l'environnement aussi, par des modes de vie, par l'activité physique, et on en parlera. Et donc des gamètes qui vont devoir fusionner et un embryon qui va subir des étapes de développement qui sont particulièrement sensibles. Ok. Tac. Euh, alors, sur un plan épidémiologique, comment évolue la fertilité de la population? Alors c'est vraiment une question hyper d'actualité, hyper intéressante. On se pose énormément cette question, notamment parce que on entend énormément en ce moment que l'indice de fécondité en France est très bas. Et c'est vrai, il est à des niveaux historiquement bas. On se pose aussi beaucoup la question de l'impact de l'environnement sur la fertilité. Alors, est-ce qu'on a des arguments pour dire la fertilité des populations diminue au cours des années, au cours du siècle? Ça, c'est une question qui est très difficile. Ce qu'on peut dire, c'est que oui, il y a des paramètres biologiques qui nous alertent. Par exemple, on sait qu'au cours du XXe siècle, ça a été bien montré par plusieurs études différentes, la concentration en spermatozoïdes dans l'éjaculat d'un homme, en moyenne, a diminué de 50% en 50 ans. Ça ne veut pas dire que les hommes sont moins fertiles qu'avant, parce qu'on reste sur des niveaux de production de spermatozoïdes qui, en moyenne, permettent d'obtenir des grossesses, D'accord. mais c'est quand même assez alertant. Et ça a vraiment été bien confirmé. Ensuite, chez la femme, il a été montré des choses qui sont moins faciles à mettre en évidence, mais par exemple, une augmentation de l'incidence de certaines pathologies qui peuvent être liées à l'infertilité. Une augmentation de l'incidence de certains troubles de l'ovulation très fréquents, comme le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, l'augmentation de certaines pathologies, comme l'endométriose. D'accord. Donc c'est vrai que tous ces petits facteurs mis bout à bout nous laissent penser qu'il y a probablement un impact de l'environnement sur la fertilité des populations. Il y a des théories qui ont été basées sur ça, avec notamment l'effet de tout ce à quoi on est exposé depuis la vie intra-utérine, c'est-à-dire dans le ventre de notre maman, jusqu'à l'âge adulte, à l'âge auquel on va procréer. Ben, on est exposé à un mélange de plein de toxiques environnementaux, on appelle ça l'exposome, qui peut avoir un impact sur la production de nos gamètes, de nos spermatozoïdes ou de nos ovocytes. Ce sont des expositions chroniques à plusieurs choses qui sont très difficiles à évaluer, mais probablement que ben, l'effet de l'industrialisation au XXe siècle, l'exposition accrue à certains toxiques environnementaux, a contribué à altérer certains paramètres de la fertilité, tels que ceux que j'ai évoqués, même si actuellement on a encore du mal à prouver de manière vraiment fiable que la fertilité des populations diminue. Parce que pour vraiment prouver ça, il faudrait vraiment mettre en évidence l'altération d'un indicateur qui est ce qu'on appelle la fécondabilité ou encore le délai nécessaire à concevoir, c'est-à-dire les chances de grossesse qu'a un couple à chaque cycle, ou D'accord. encore le délai nécessaire en mois
qu'un couple met pour obtenir une grossesse, en moyenne. C'est vraiment ce facteur-là qui est le meilleur indicateur de la fertilité des populations. Et cet indicateur-là, il est très difficile d'en avoir un suivi sur du très long terme. Mhm. Euh, Autre chose aussi qui va pouvoir nous- un peu nous aiguiller et nous alerter, c'est que l'âge du premier enfant en France, euh, et comme dans tous les pays développés, a augmenté. Alors qu'il était d'environ 25 ans dans les années 50-60, dans les années 2000, c'est plutôt 29-30 ans l'âge du premier enfant en moyenne. C'est la femme. Et ça a un impact majeur sur la fertilité, parce que l'âge féminin, on pourra en reparler, mais c'est le premier facteur d'infertilité. L'âge D'accord. féminin a un impact énorme sur la quantité et surtout sur la qualité des ovocytes que va produire une femme. Euh, à titre d'exemple, alors qu'on estime qu'en moyenne, une jeune femme a 25 ans a 25% de chances de grossesse par cycle, à 35 ans, elle n'en a plus que la moitié, soit environ 12 à 15%. Ah oui, c'est énorme. Alors que c'est encore jeune, 35 ans. Oui. Donc ça veut dire que la fertilité chez une femme est beaucoup plus importante aux alentours des 25 ans qu'elle ne l'est passé 30 ans. Voilà, et surtout passer 35, avec une diminution encore plus importante, une pente qui s'accélère après 37 ans. Et après 40 ans, on estime que les chances de grossesse sont moins de 5%. D'accord. Donc l'âge féminin, ça c'est vraiment un message aussi qui est important à diffuser, est vraiment le premier facteur d'infertilité. Et donc l'avancée de l'âge du premier enfant lié à des évolutions sociétales a eu un impact sur la fertilité des populations. Donc ça, c'est plutôt pour des raisons économiques, le fait que les études soient de plus en plus longues et qu'on repousse les échéances. Donc, Exactement. le premier La, message à la passer, ce place, serait pour une femme, premier enfant avant 30 ans, en fait. Pour celles voilà, qui en c'est veulent. pour celles qui en veulent et qui le peuvent et qui arrivent à concilier vie professionnelle et vie personnelle, c'est en tout cas la période à laquelle on est le plus fertile. D'accord. Alors, tu as amené plein d'éléments super intéressants. Donc déjà, vis-à-vis d'un homme, la quantité de spermatozoïdes qui a diminué de 50%, est-ce que c'est le seul facteur de fertilité chez un homme? Non, effectivement, la quantité de spermatozoïdes ne suffit pas. Il faut avoir un spermatozoïde qui soit compétent, notamment qui ait un noyau, un ADN spermatique qui soit de bonne qualité. Et ça, on sait que c'est déterminant aussi pour le développement du futur embryon. D'accord. Et chez une femme, donc tu dis que sur passé un certain âge, il y a la quantité, il y a surtout la qualité des ovocytes qui diminue. Quand on parle de qualité d'un ovocyte, ça veut dire quoi? Ouais. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez spécifique à l'espèce humaine. Malheureusement, j'ai envie de dire, euh, il y a ces deux altérations, à la fois, tu l'as dit, quantitative et qualitative. Quantitative, pourquoi? Parce que ben, une petite fille va naître avec un capital d'ovocytes, un stock, à la naissance. Et ce stock ne D'accord. se renouvellera pas au cours de la vie. Au contraire, il va s'épuiser. Il commence déjà à s'épuiser même durant la vie intra-utérine. Il va s'épuiser tout au cours de la vie. Et c'est ce qui va conduire, l'épuisement de ce stock va conduire progressivement à l'arrêt du fonctionnement des ovaires et à la ménopause. Ah, alors attends, ça veut dire qu'une femme commence à perdre déjà des ovocytes avant même d'avoir ses menstruations? Exactement. Ah, je savais pas ça. Et même avant sa naissance. Ce D'accord. stock, il est maximal entre 5 à 7 mois de développement, c'est-à-dire pour un bébé qui est in utero. Et à partir de là, il commence à s'épuiser. Parce qu'il y a des phénomènes on appelle ça d'atrésie, c'est-à-dire de mort cellulaire, qui vont impacter les ovocytes et les follicules ovariens, c'est les structures qui contiennent les ovocytes dans l'ovaire, D'accord. qui vont impacter tout ça à différents stades et tout au long de la vie. Donc ça, c'est une première chose, un stock qui est déterminé à la naissance, qui s'épuise et qui ne se renouvelle pas. Et un autre facteur, et probablement même le plus important
et qui explique la diminution importante des chances de grossesse au fur et à mesure que l'âge féminin avance, c'est le phénomène de vieillissement ovocytaire, c'est-à-dire l'altération de la qualité des ovocytes avec l'âge féminin. En réalité, donc il y a des phénomènes un peu complexes qui font que l'ovocyte il est à la naissance à un stade un peu immature, bloqué, et il va reprendre sa division qu'au moment de l'ovulation. Et tu l'imagines, certains ovocytes vont être ovulés pour les premiers à l'âge de 13 ans, par exemple. Donc, eux auront été bloqués à ce stade immature pendant 13 ans. Mais pour les ovocytes qui vont être ovulés sur les cycles menstruels d'une femme à 40 ans, ils auront été bloqués pendant 40 ans. Et c'est ce Ah, blocage prolongé à un stade un peu immature qui va créer des anomalies. Alors, il y a des anomalies à la fois du noyau, c'est-à-dire du matériel génétique, mais également du cytoplasme, c'est-à-dire dans une cellule, c'est tout ce qui va entourer le noyau, toute la machinerie, les mitochondries, etc. Tout ça, on sait que ça subit un vieillissement. Et donc, les ovocytes subissent un vieillissement ovocytaire un petit peu physiologique, hein, ça c'est normal, c'est complètement normal, mais ça explique l'impact important de l'âge féminin sur la fertilité des femmes. d'accord. Ah oui, de fait, si le nombre d'ovocytes est déjà préconçu à 6-7 mois in-utérin, ça veut dire que bah, à 40 ans, l'ovule, il a 40 ans, donc il a subi 40 années de vie aussi et de stockage. Exactement. Euh, alors, tu as parlé aussi du développement de certaines pathologies chez les femmes, de SOPK, de endométriose. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? De quoi s'agit-il et quelles sont les conséquences sur la fertilité? Ouais. Alors, c'est vrai qu'on a évoqué plusieurs choses au cours de cette introduction. Il y a trois points hein, qu'il faut retenir qui sont assez marquants dans, on va dire, l'évolution de la fertilité des populations à l'heure actuelle, l'âge féminin, l'impact des toxiques environnementaux, que ça soit la consommation de tabac, les polluants, les perturbateurs endocriniens, les polluants atmosphériques, les toxiques environnementaux qu'on peut avoir dans les emballages alimentaires ou autres, etc. On pourra en reparler. Et puis, et c'est là sur ce point qu'on va un petit peu s'attarder probablement, c'est les causes médicales. Les causes médicales, elles sont diverses et variées, à la fois féminines et masculines. La fertilité, encore une fois, c'est une affaire de couple. Donc on peut avoir les deux. Un couple infertile, on sait que dans 40 à 50% des cas, il y a une cause féminine, mais pas uniquement. Il y a une cause masculine qui est retrouvée dans presque 50% des situations aussi. Ah, c'est Donc, 50-50. c'est, on va dire, un tout petit peu plus féminin que masculin, mais il y a aussi environ 30%, 30 à 40% de causes mixtes. Et il y a D'accord, aussi beaucoup de 10 à 20% de causes inexpliquées. d'accord. C'est-à-dire des situations où on va faire tous les examens qu'on peut chez monsieur et chez madame, mais ils ne sont pas capables d'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y a une infertilité, puisque ça fait plus de 12 mois que le couple essai pas à obtenir de grossesse, mais on ne sait pas pour quelle raison. Et c'est Et pas plutôt un problème de période ou de mauvais moments pour les rapports ou il y a une non, période aussi féconde dans un non cycle? pas. Ouais, tout à fait. Il y a une période féconde, même si on sait qu'il faut pas cibler les rapports, que l'idéal est d'avoir des rapports réguliers sur une grande partie du cycle. On sait que forcément les rapports juste avant l'ovulation sont les plus féconds. Donc ça c'est vrai, mais quand même, l'infertilité est définie par 12 mois d'absence de grossesse après des rapports réguliers, sans D'accord, contraception. d'accord, Et donc, pour répondre à ta question sur l'augmentation de certaines pathologies, ben, ça fait partie aussi de ces causes médicales, féminines et masculines. Là, en l'occurrence, j'ai évoqué des causes féminines. Le syndrome des ovaires polykystiques, le SOPK, c'est un trouble de l'ovulation qui est un des plus fréquents, qui souvent, dont le mécanisme est un petit peu compliqué, mais associe souvent une résistance à certaines hormones, notamment une résistance à l'insuline. d'accord.
Ça, c'est associé à une augmentation de l'insuline, à une augmentation de certaines hormones comme les androgènes, y compris chez la femme. Et donc, il y a un dérèglement qui s'opère et une ovulation qui se fait pas comme il faut. Souvent, c'est pas toujours, mais c'est associé à un surpoids. Voilà. Et associé à des cycles menstruels qui sont parfois très longs, voire inexistants. Donc ça, c'est un trouble de l'ovulation qui peut se traiter, dont on sait qu'il est en augmentation. Voilà, ça fait partie des causes d'infertilité, hein, de certaines causes d'infertilité féminines. On a évoqué aussi l'endométriose, qui est une maladie aussi très importante, de physiopathologie, de mécanismes donc complètement différents, hein. Là, c'est plus une prolifération du tissu endométrial, c'est-à-dire qui provient de l'utérus, à des endroits où il ne devrait pas être, c'est-à-dire pas dans l'utérus, mais à d'autres endroits, dans le bas-ventre, au niveau des trompes, au niveau digestif. Voilà, et ça engendre des douleurs, parfois au moment des rapports, au moment des règles, au moment de l'ovulation, ça peut être invalidant. Mais attention, toutes les endométrioses ne sont pas responsables d'infertilité. C'est rassurant. Voilà, heureusement, euh, voilà, on estime environ que 30 à 40% des patientes porteuses d'une endométriose avérée, hein, euh, auront probablement des difficultés à concevoir, mais c'est pas le cas pour toutes. Donc voilà D'accord. des exemples de pathologies qui impactent la fertilité féminine. Euh, alors c'est peut-être pas forcément ton domaine, mais je sais que du coup l'endométriose provoque des douleurs énormes chez les femmes qui en sont atteintes. Est-ce qu'il y a des petits tips? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place pour limiter ces douleurs? Ou est-ce que malheureusement on n'a pas de solution à aujourd'hui? Bien sûr, il y a des prises en charge de l'endométriose qui se font sur des parcours coordonnés très spécifiques. C'est le cas par exemple ici à Toulouse, qui vont combiner plusieurs choses, de l'éducation, de la prévention, du traitement. Ça peut être du traitement médicamenteux, du traitement chirurgical. Donc on sait que la qualité de l'alimentation, certains modes de contraception, euh, la prise en charge de la douleur également, par des antalgiques. Tout ça va contribuer à améliorer la qualité de vie de patientes qui sont atteintes d'endométriose. Donc ça, c'est un travail bien spécifique hein, que font certains cliniciens, gynécologues, et qui est très important pour améliorer la qualité de vie de ces jeunes femmes. Et vis-à-vis du SOPK, est-ce qu'il y a un moyen de ralentir ce développement folliculaire sur les ovaires? J'ai cru comprendre qu'il y Ouais, avait la contraception hormonale qui pouvait influer le ralentissement du développement de cette pathologie. Est-ce qu'il y a d'autres moyens? on sait qu'il y a des médicaments qui vont induire l'ovulation, parce que en réalité, dans le SOPK, il y a un petit retard à cette croissance folliculaire. D'accord. Euh, Donc c'est pour ça que l'ovulation est retardée au niveau des cycles. Et donc il y a des médicaments qui induisent l'ovulation. Voilà. Donc on arrive à rétablir des ovulations chez les patients qui ont des SOPK. Là aussi, chez ces patients-là, on sait que les mesures hygiéno-diététiques sont primordiales. La qualité de l'alimentation, limiter le surpoids, l'activité physique, va aider ces patientes-là aussi, sans forcément prendre de médicaments, à rétablir une ovulation normale. Ouais. Et éviter le diabète. Exactement. Et tu Parfois as associé, parlé Pardon? parfois associé, pardon. Oui. Tu as parlé d'un élément extrêmement important, donc plutôt les toxiques, les exposomes, les expositions chroniques à des toxiques pendant le développement. Ouais. Donc tabac, polluants, toxiques plutôt alimentaires. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les types de contaminants qui auraient un fort impact sur la fertilité? On en sait un peu plus. On s'est beaucoup intéressé à certains contaminants, notamment les bisphénols, parce qu'on sait qu'ils vont agir sur des récepteurs des hormones. Et
Ça appartient notamment à une grande famille de toxiques que l'on appelle les perturbateurs endocriniens. Et donc ces bisphénols, on le sait, peuvent agir par exemple sur les récepteurs à d'autres hormones, comme les récepteurs aux oestrogènes. Donc ils servent à la fabrication des plastiques. On sait qu'il y a des moyens de limiter la consommation et l'exposition à ces bisphénols. Ça, c'est vraiment très important. Donc maintenant, ça fait partie aussi des messages nous faits qu'on indique à nos patients, hein, que ce soit des patients infertiles qui nous concernent, mais c'est des messages que doivent avoir aussi la population générale, et notamment des couples qui sont en projet d'enfant, bon, a priori fertiles, qui n'auraient pas de problème de fertilité. Euh, Tout le monde, hein, doit avoir des mesures de prévention par rapport à ces toxiques environnementaux. Donc, par rapport à ta question, oui, les bisphénols ont été très étudiés. On sait que les pesticides aussi ont un impact. Alors, ça va pas être tout à fait les mêmes mécanismes, mais certains de ces toxiques que je cite peuvent avoir un impact direct sur le stock, sur la réserve en ovocytes, et D'accord. d'autres un impact plus sur le phénomène de l'ovulation. Euh, donc, il y a des mécanismes différents. On sait que les composés perfluorés, hein, les PFAS, on en entend beaucoup parler, mais il y a pas mal d'études, en particulier chez l'animal, qui montrent un impact sur la fertilité des hommes et des femmes. Les Ok. phtalates, voilà, donc tout un tas de produits issus de l'industrie chimique que l'on peut retrouver dans des produits alimentaires ultra transformés, dans des contenants alimentaires, en particulier en plastique, dans des cosmétiques. Voilà, c'est vraiment ce type de contaminants, en particulier ceux qui sont classés perturbateurs endocriniens, qui peuvent impacter la fertilité. D'accord. Le tabac Euh, aussi fait partie des toxiques environnementaux qui impactent très fortement la fertilité. euh, Tu as parlé d'un sujet très intéressant, à savoir le nombre d'ovocytes. Est-ce que les femmes sont toutes égales concernant le nombre d'ovocytes ou est-ce qu'il y a une grosse variante interindividuelle? C'est une très bonne question parce qu'il y a une variabilité interindividuelle qui existe et qui est vraiment importante. Et on le voit, nous, chez nos patientes. Et ça, c'est ce qui fait que toutes les patientes, toutes les femmes, auront pas la même sensibilité aux agressions de l'environnement. Une D'accord, patiente qui a déjà un capital ovocytaire, un stock qui n'est pas énorme, si derrière elle fume, elle est exposée de manière importante à des toxiques environnementaux, ben, elle sera plus rapidement euh, en insuffisance ovarienne qu'une autre. d'accord. C'est-à-dire elle aura plus rapidement un stock très altéré d'ovocytes. Donc il y a des variabilités entre les femmes, oui c'est vrai. Et est-ce qu'il pourrait y avoir des problématiques à faire un don d'ovocytes? Alors une personne saine, en bonne santé, hein, entre 18 et 37 ans, peut donner ses ovocytes. Donc ça c'est une possibilité parce que ça va aider énormément certaines patientes infertiles qui notamment ont ce qu'on appelle une insuffisance ovarienne ou ce qu'on appelle grossièrement ou vulgairement une ménopause précoce. D'accord, On sait que ces patientes-là, on ne pourra pas faire une PMA, une assistance médicale à la procréation, en utilisant leurs propres ovocytes. Et donc, on aura nécessité à faire une fécondation in vitro en utilisant des ovocytes d'une donneuse fertile, en bonne santé. Et pour certaines patientes, c'est la seule solution de porter une grossesse, c'est le don d'ovocytes. Donc oui, il y a des possibilités pour les jeunes femmes de donner leurs ovocytes. Nous, on est un centre de don en Occitanie. On fait d'accord, partie des quelques centres de dons qui existent en Occitanie. Et on reçoit bien sûr avec plaisir les hommes et les jeunes femmes qui souhaitent donner leurs gamètes parce qu'il y a vraiment un réel besoin pour certains couples infertiles, pas pour tous. d'accord. Et est-ce que ça va avoir un impact pour la donneuse? Le Est-ce qu'il y fait a un traitement? Est-ce qu'il y Alors, a... Est-ce oui, que ça alors va diminuer du coup sa quantité? nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bilan chez une patiente qui souhaite donner.
Si, par exemple, on découvre une insuffisance ovarienne, elle ne pourra pas faire don de ses ovocytes, mais si le bilan est normal, donc elle pourra donner ses ovocytes. Les traitements qu'on va mettre en œuvre, c'est un traitement de stimulation hormonale, un petit peu comme une patiente qui va recevoir une fécondation in vitro et chez qui on a nécessité systématiquement maintenant de faire une stimulation pour récupérer un grand nombre d'ovocytes. Quand je dis un grand nombre, c'est en moyenne une dizaine par ponction ovarienne. Donc il y a un traitement hormonal par piqûre qui se fait par injection tous les jours. Donc une patiente qui souhaite donner ses ovocytes doit nécessairement faire cette stimulation hormonale et faire des injections pendant une dizaine de jours. À la suite de cette période de stimulation, elle vient dans le centre et un gynécologue va faire une ponction ovarienne, c'est un geste chirurgical qui permet de récupérer les ovocytes qui ont été stimulés. Il y a, comme tout geste, tout petit geste chirurgical, il y a bien sûr, le risque zéro n'existe pas, mais c'est quand même une technique qui est très sécure. Et notamment, on sait que les traitements de stimulation hormonale que l'on réalise chez les patientes en FIV, mais qu'on réalise aussi donc chez ces patientes qui souhaitent donner leur ovocytes, n'ont pas d'impact sur leur fertilité ultérieure. Ça n'impacte pas notamment leur stock d'ovocytes. D'accord. Parce que ça va stimuler des ovocytes qui de toute façon sont déjà partis en croissance. Ah, d'accord. Et Ok. qui, si on faisait rien, dégénéreraient en quelques jours, en quelque sorte. Mais ça va pas toucher au stock de base. Donc il n'y a pas de risque pour la fertilité ultérieure des donneuses. Ok, c'est bon à savoir ça. Je pensais que du coup ça diminuait le stock et que de fait, soit Pas elles du allaient tout. être ménopausées plus tôt, soit elles Pas auraient du d'autres tout. C'est une problématiques. question fréquente, mais c'est pas le cas. Et du coup, ça c'est un petit peu ton domaine. Est-ce que tu pourrais expliquer en quoi consiste un protocole de FIV, de fécondation in vitro, pour ceux qui peuvent être concernés? Ouais, bien sûr. Donc, nous, dans notre centre d'assistance médicale à la procréation, on va prodiguer différentes techniques en fonction de la cause d'infertilité, en fonction du bilan féminin et masculin. En première ligne, on a des techniques qui sont assez peu invasives, qui sont les inséminations intra-utérines, qui vont juste consister à déposer une préparation de spermatozoïdes dans l'utérus le jour de l'ovulation. Ça nécessite aussi un petit traitement hormonal, mais qui est moins lourd qu'en fécondation in vitro. Et puis, la technique un peu au-dessus, en termes, on va dire, de lourdeur de protocole, c'est Mhm. la fécondation in vitro. Donc là, ça implique les deux membres du couple avec une stimulation hormonale, comme je l'ai dit, pendant une dizaine de jours, c'est madame. Parce qu'on sait que sur un cycle naturel, on n'a qu'un seul ovocyte qui va être ovulé. Là, l'objectif, c'est d'en avoir au moins une dizaine. L'idée, c'est que plus on aura d'ovocytes, plus on aura de chances derrière d'avoir des embryons. Donc, une stimulation hormonale pendant 10 à 15 jours. Ensuite, on fait venir madame pour ponctionner, pour récupérer ses ovocytes. Mhm. Ce jour-là, monsieur, le plus souvent, fait un prélèvement de sperme, où on peut être amené aussi à utiliser des spermatozoïdes d'un donneur. D'accord. Et c'est le cas aussi lorsqu'on fait des fécondations in vitro pour des patientes seules ou pour des couples de femmes. On utilise des spermatozoïdes de donneur. Ou même dans un couple hétérosexuel, si monsieur a une absence de spermatozoïdes. Donc, le jour où on récupère les ovocytes, on met en contact, c'est-à-dire on met en fécondation avec les spermatozoïdes du conjoint ou d'un donneur. Et puis, où on va développer un embryon, plusieurs embryons au laboratoire. Donc, toutes les étapes de fécondation et de développement embryonnaire avant l'implantation dans l'utérus vont se faire au laboratoire. Et donc, quelques jours plus tard, quelques jours après le geste chirurgical de la ponction ovarienne, on fait revenir le couple pour transférer un embryon dans l'utérus. D'accord. Voilà. Et 15 jours après, on leur donne un petit test de grossesse, voilà, Mhm. pour savoir si madame est tombée enceinte. Souvent, ces procédures, elles permettent d'obtenir plusieurs embryons, donc ça c'est intéressant. On ne va pas tous les transférer dans l'utérus, bien sûr. Il y aurait trop de risques de grossesse D'en multiple, avoir 10 d'un coup? exactement, exactement. Mais on va pouvoir congeler les embryons en plus. Ça permettra de faire des tentatives supplémentaires sans avoir à refaire tout le processus. Donc ça, D'accord. c'est notre quotidien, c'est des choses qu'on fait couramment. Et qu'en est-il de la réglementation vis-à-vis du don? Est-ce que tout le monde peut donner?
Et pour la personne qui reçoit, est-ce qu'elle a connaissance de la personne qui a donné? Est-ce que vous prenez des personnes qui leur ressemblent? Parce que Hmm. techniquement, génétiquement parlant, si on ressemble pas du Ouais, tout à ses parents, ça peut être un peu compliqué par la suite. c'est une bonne question. Alors, il y a quelques critères de sélection pour pouvoir donner, mais globalement, beaucoup de personnes peuvent donner leurs gamètes, leurs ovocytes ou leurs spermatozoïdes. C'est la femme 18 à 37 ans. C'est l'homme, il faut être entre 18 et 45 ans, en bonne santé. Et puis, il ne faut pas avoir d'antécédents médicaux lourds ou d'antécédents génétiques familiaux importants. À partir de là, donc, la personne peut donner ses oocytes. Le don, c'est important en France et encore et toujours anonyme. C'est-à-dire que D'accord. le couple receveur ne connaît pas l'identité du donneur ou de la donneuse. Ça, c'est très important. Par contre, et ça, c'est une nouveauté de la nouvelle loi de bioéthique de 2021, l'enfant issu du don pourra, à sa majorité, demander à connaître l'identité du donneur ou de la donneuse. Voilà. Ça Alors, a dû la créer de demande, sacrées anecdotes, ça. effectivement, la demande ne viendra pas du couple receveur, devra venir obligatoirement de l'enfant et à partir de sa majorité. Donc, Ok. les donneurs et les donneuses en sont informés. Et depuis l'avènement de cette loi, on n'a pas vu de diminution de recrutement des donneurs et des donneuses de gamètes. Ok. Oui, donc ça veut dire, dans 18 ans, on peut venir toquer à ta porte. Coucou, papa Exactement. ou maman. Alors voilà, on explique nous que c'est pas son papa ou sa maman parce que papa ou la maman c'est les personnes Qui ont éduqué. qui l'ont éduqué, qui lui ont donné naissance et qui avaient un projet parental. C'est voilà quelqu'un qui a généreusement donné des cellules pour permettre un processus de procréation. Donc forcément, le couple a entendu, a compris, a cheminé par rapport à ça, a fait deuil aussi d'une certaine filiation génétique. Si c'est par exemple un don d'ovocytes, ben voilà, la maman sait qu'elle va porter l'enfant, mais qu'elle ne transmettra pas son patrimoine génétique. Mais ça, voilà, on explique en quoi ça n'empêche pas d'avoir un enfant, bien au contraire. Ok. Ça m'amène une autre question. Si l'enfant développe une forme de pathologie ou autre qui pourrait être de source génétique, est-ce qu'on a le droit de reprendre contact avec le donneur pour savoir Exactement. de quoi il s'agit? C'est une situation pour laquelle on a le droit de reprendre contact et de revoir le dossier médical du donneur ou de la donneuse. D'accord. Alors plutôt d'ordre préventif, y a-t-il des signes qui doivent nous alerter vis-à-vis d'une baisse de la fertilité? Oui, alors, c'est très important et intéressant de parler de prévention parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez en fertilité. On sait qu'il y a des facteurs de risque d'infertilité, on pourra en parler tout à l'heure si tu veux, et il y a des moyens de les prévenir, ces facteurs de risque. D'accord. Voilà, le surpoids, l'obésité, la consommation de drogue, de tabac, le manque d'activité physique, la sédentarité, la qualité de l'alimentation, l'exposition, on en a parlé aux toxiques environnementaux, la qualité du sommeil, le stress, la sexualité, tout ça, il y a un manque actuel d'éducation vis-à-vis de certains facteurs de risque qui est important et sur lesquels on doit vraiment travailler mais même informer les populations assez jeunes, dès l'école, dès le lycée, sur aussi l'impact de la féminin, on en a parlé tout à l'heure, sur la fertilité, ça, il y a vraiment des messages à faire passer très tôt. Donc on sait qu'il y a des moyens d'améliorer la fertilité spontanée avant d'arriver à une situation vraiment pathologique qui nécessite une prise en charge en assistance médicale à la procréation. Pour répondre à ta question, oui, il peut y avoir des signes précurseurs qui alertent un petit peu. Évidemment, si par exemple une femme n'a pas de cycle menstruel, n'a pas ses règles tous les mois, alors parfois les règles peuvent être un petit peu irrégulières, c'est pas gênant. Mais une patiente qui est dite en aménorrhée, Hmm. c'est-à-dire qui n'a pas de cycle, elle doit consulter tout de suite. Nous, ce qu'on prône beaucoup, c'est donc une prévention de ces facteurs de risque d'infertilité. On sait
attention qu'il y a certaines situations qui doivent pousser à consulter, mais par contre, il ne faut pas partir sur un bilan systématique de fertilité des populations, parce que les bilans qu'on fait sont pas très prédictifs de la fertilité. On pourra s'étendre un petit peu sur ça. Ah ouais, là, je veux bien que tu nous en dises plus, parce que là, Euh, tu viens d'ouvrir une sacrée page, là. je vais dire Ça veut quelques dire mots. que nos tests ne sont pas fiables. Alors, c'est pas qu'ils sont pas fiables, euh, ils sont souvent très performants dans le cadre d'un diagnostic d'une infertilité, mais pour D'accord. faire un check-up de fertilité chez un couple tout venant en population générale avant un projet d'enfant, on voit qu'il y a une mauvaise corrélation entre les résultats de ces tests, et je vais en parler, et la fertilité, c'est-à-dire les chances de grossesse à sa côté. Donc, pour finir avec ta question, oui, il y a des petits Mm. signes précurseurs qui peuvent alerter. Alors, ça peut être donc l'absence de règles ou au contraire des cycles très courts qui peuvent être en lien avec une insuffisance ovarienne, des cycles de 20 à 23 jours par exemple chez une femme. D'accord. Euh, des antécédents de chimiothérapie, des antécédents chez monsieur de cancer du testicule, là aussi de chimiothérapie pour monsieur, de ce qu'on appelle des cryptorchidie bilatérales, c'est-à-dire des testicules qui sont en position haute, qui ne sont pas descendus dans le scrotum. Voilà, l'utilisation donc de stéroïdes anabolisants, pour en reparler, mais ça on sait que euh, c'est des situations qui doivent consulter, pousser à consulter rapidement. Certains antécédents familiaux d'infertilité chez les hommes fréquents, par exemple quand il y a plus de 2 hommes dans la famille, frères, pères ou oncles qui sont atteints d'infertilité, des troubles de l'érection ou une absence de sexualité pour des douleurs chez madame, par exemple, ça doit pousser à consulter rapidement. Des douleurs très importantes pendant les règles. Donc oui, il y a quelques situations bien précises que je viens d'évoquer qui doivent pousser à consulter, mais non, il ne faut pas faire un bilan systématique avant un projet d'enfant. La fertilité, c'est vraiment une question de probabilité. On sait que dans l'espèce humaine, cette probabilité, même chez un couple très fertile, elle n'est pas très bonne. Elle est au mieux de 20 à 25% à 25 ans. Donc, c'est aussi une question de chance. Comme on dit à nos patients, il faut relancer le dé. C'est un petit peu comme si tu veux faire 6 avec le dé. C'est la même probabilité que faire 6. Il faut le relancer plusieurs fois. Mais Donc, avec une chance par mois. mais avec une chance par mois. Et donc, il faut se donner aussi du temps. Et donc, il ne faut pas être trop anxiogène. Mm. Et c'est pas parce qu'un couple, au bout de 4 mois, n'a pas obtenu une grossesse, qu'il faut partir d'emblée, aller faire des bilans. Ce qu'on dit, c'est avant 35 ans, sans m'inquiéter, au bout de 12 mois d'absence de grossesse avec des rapports sexuels réguliers. Après 35 ans, là, on sait qu'il faut consulter voilà, au bout de 6 mois d'absence de grossesse, peut-être aller un petit peu plus vite. Oui, Euh, pour éviter de perdre encore plus de temps, si jamais. Exactement. Voilà. Donc c'est un petit peu, voilà, les consignes qu'on donne, ce sont celles-ci, et certaines situations d'alerte, comme celles que j'ai évoquées tout à l'heure, en particulier l'absence de règles ou des cycles très courts. D'accord. Les cycles courts, en fait, veulent dire quoi? Ça veut dire qu'on est en fin de stock d'ovocytes ou ça a rien à voir? Ça peut vouloir dire ça, effectivement, que le D'accord. stock est déjà bien épuisé. D'accord. Donc bon, mais tout ce qui va être du coup surpoids, tous les drogues, le stress, donc éviter de stresser, les cycles courts, l'aménorrhée. Donc l'aménorrhée, je suppose que ça peut être Ouais, alors, multifactoriel. on a dit beaucoup de choses là, mais il faut bien distinguer les facteurs de risque Hmm. qui sont évitables et pour lesquels on fait de la prévention, donc surpoids, activité physique, alimentation, tabac, voilà, Et et, les signes. et les signes un peu graves ou les facteurs qui poussent à consulter. D'accord. Euh, et là, on y met l'absence de règles, les cycles très courts, les antécédents de chimiothérapie, de tumeurs ovariennes. Voilà, ça on sait que c'est des situations qui doivent pousser à consulter avant le projet bébé. Ok. Et tu as amené un point super intéressant sur la fiabilité des tests. Oui. En quoi consistent les tests et quelle est leur fiabilité? Alors actuellement, on voit certains bilans de fertilité dans certains centres qui se composent essentiellement
d'un bilan hormonal chez madame, également de techniques d'imagerie qui sont très performantes, mais ces tests sont pas très bien corrélés à la fertilité de la femme. Et notamment, dans ce bilan hormonal, on dose une hormone qui s'appelle l'AMH, l'hormone antimullérienne, qui est un bon reflet de la réserve ovarienne, du stock d'ovocytes. Mais finalement, on s'aperçoit que c'est pas corrélé aux réelles chances de grossesse. Donc, faire attention parce que certains résultats un peu médiocres de ces bilans peuvent inquiéter un couple, alors même que ces chances de grossesse spontanée existent réellement. De la même façon, chez l'homme, quand on va faire un bilan, on va faire en premier lieu, bien sûr, le spermogramme. Le spermogramme, c'est un examen qui consiste à évaluer principalement le nombre de spermatozoïdes et leur mobilité. On sait qu'il y a des variations, même au sein d'un même individu. Quand on s'amuse, par exemple, à faire des spermogrammes 2 fois par semaine chez le même individu, pendant plusieurs semaines, il y a des gens qui se sont amusés à faire ça pour des études, il y a des fluctuations intra-individuelles très importantes. Et c'est pas parce qu'on a une numération spermatique qu'on est forcément infertile, diminué qu'on est forcément infertile. C'est-à-dire qu'on peut avoir une diminution de la production de spermatozoïdes, qui peut d'ailleurs parfois être passagère, et pour autant avoir des chances de grossesse spontanée. Alors bien sûr, si le spermogramme retrouve une azoospermie, une absence totale de spermatozoïdes, là ça peut inquiéter un peu plus. Il y aura une prise en charge médicale. Mais sinon, attention, là aussi, les valeurs du spermogramme chez l'homme ne sont pas bien corrélées aux chances de grossesse spontanée. Mais pour autant, c'est un bon examen quand on est infertile. C'est là où la subtilité est difficile. Ces tests, ils ont été validés dans certaines situations. D'accord. Donc, s'il y a une absence totale de gamètes, ça veut dire qu'il y a une infertilité. Mais un éjaculat, même s'il y a une hypospermie, quand la quantité diminue et manque de vivacité. C'est ce qu'on appelle oligozoospermie, c'est quand le nombre diminue. Quand ils sont un petit peu fatigués, qu'ils ne bougent pas bien, on appelle ça une asténozoospermie. D'accord. Alors bien sûr, et dans une certaine mesure, s'il y a une altération très forte, on sait que ça va être responsable avec une très forte probabilité d'infertilité, mais ma remarque, elle consiste à dire que, attention, il peut y avoir des altérations du spermogramme sans pour autant qu'un couple ait des difficultés à concevoir. Et donc, ça peut être variable d'un éjaculat à l'autre. Et ça peut être variable d'un éjaculat à l'autre. Et donc c'est pour ça que l'ensemble de ces examens, à la fois féminins et masculins, sont pas recommandés en test de dépistage pour tout le monde. Voilà, ce n'est que dans certains cas. Eh ben, est-ce que tu pourrais, pour finir un peu sur cette partie épidémiologie et prévention, expliquer comment se déroule un parcours de prise en charge pour un patient infertile? Bien sûr. La porte d'entrée, ça va être nos cliniciens, gynécologues et oncologues. Donc, un couple, une patiente va consulter en premier lieu nos gynécos et nos andrologues qui vont faire un bilan d'exploration. Parfois, il y aura nécessité de faire des examens complémentaires, des bilans hormonaux, des prises de sang, un spermogramme, le plus souvent d'ailleurs, une exploration de l'appareil génital par imagerie, une radio des trompes par exemple. Et suite à ça, donc il va y avoir une réunion multidisciplinaire dans notre centre qui va réunir un ensemble de praticiens, des gynécologues, des andrologues, des biologistes de la reproduction, des psychologues également, des généticiens, et on va décider quelle technique on va pouvoir mettre en œuvre, quel traitement on va pouvoir proposer à cette patiente ou à ce couple pour lui donner les meilleures chances de grossesse. On va poser l'indication de la technique, et à ce moment-là, le couple reverra son gynécologue pour avoir un protocole de stimulation et verra le biologiste du centre d'assistance médicale à la procréation qui va lui expliquer la technique utilisée, les bénéfices et les risques au vu de son dossier et discuter aussi de la mise en œuvre du protocole. Donc ça, c'est le bilan, on va dire, exploratoire. Et suite à ça, il commence la démarche au sein du centre
d'AMP, d'assistance médicale à la procréation. Donc ça, c'est des centres spécialisés, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut avoir un agrément pour faire, par exemple, de la fécondation in vitro. Il faut aller dans des centres dédiés. Et là, s'enchaîne donc un parcours qui peut être parfois long parce que ben, la fécondation in vitro, c'est porteur de beaucoup d'espoir, mais c'est aussi porteur de certains échecs. On sait que les chances de grossesse après fécondation in vitro sont d'en moyenne 40%. Donc, voilà, c'est pas du 100%, on Oui, le c'est pas sait, gagné d'avance. c'est pas gagné d'avance, et on sait qu'on a 70 à 80% des couples qui repartent avec un bébé, c'est pas du 100%. Donc voilà, donc à la fois un parcours exploratoire, mais qui peut se faire aussi en partie en ville, chez des praticiens en ville, des gynécologues en ville, et puis un parcours, on va dire, thérapeutique au sein du centre de PMA. Voilà. D'accord. Alors, je sais que tu travailles sur le développement d'une application mobile dans l'idée de prévenir les facteurs de risque d'infertilité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment limiter l'infertilité? Oui, tout à fait. Alors cette application, elle a deux objectifs. Le premier, c'est de prévenir certains facteurs de risque d'infertilité qui sont bien connus et dont on sait, ça a été montré, que les mesures de prévention peuvent améliorer les chances de grossesse spontanée. C'est le cas, par exemple, de l'alimentation. C'est le cas du surpoids et de l'obésité, de la consommation de tabac, de la consommation de cannabis et d'autres drogues dures, de cocaïne, etc. Hmm. C'est le cas de l'activité physique, de la sédentarité, de l'exposition aux toxiques environnementaux, du stress, de la gestion du sommeil et de la sexualité. Tout ça, ce sont des facteurs de risque qu'on arrive à corriger. L'application, elle, à partir d'un interrogatoire personnalisé, à la fois de madame et de monsieur, va délivrer des conseils personnalisés pour les deux membres du couple afin de prévenir ces facteurs de risque et d'améliorer les chances de grossesse. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif de cette application, c'est toujours à travers ce questionnaire personnalisé, c'est d'aller vraiment détecter les situations graves qui nécessiteraient une consultation rapide et que j'ai évoqué tout à l'heure. D'accord. L'absence de règles, on appelle ça une aménorrhée chez une femme, des cycles de moins de 21 jours par exemple, des antécédents de chirurgie au niveau des deux ovaires, des douleurs très importantes qui empêchent les rapports sexuels, chez monsieur, voilà, des troubles de l'érection ou de l'éjaculation, la prise de stéroïdes anabolisants, la présence de certaines pathologies dont on sait qu'elles sont un risque de fertilité, par exemple le cancer du testicule, les cryptorchidis. Voilà. Donc, ce questionnaire, il va permettre de détecter certaines situations vraiment à risque avéré d'infertilité. Alors, ça va concerner qu'une minorité des patients, mais ces patients-là, on sait qu'il ne faut pas leur faire perdre du temps et c'est l'intérêt de l'application. À travers un rapide questionnaire qui dure 5 à 10 minutes, on pourra les orienter rapidement chez un spécialiste de la médecine de la reproduction. Mais l'idée, surtout, à travers cette application, c'est de ne pas estimer les chances de grossesse spontanée d'un couple, parce que je l'ai bien dit, nos examens sont pas prédictifs des chances de grossesse spontanée. C'est vraiment aider pour une conception naturelle et détecter certaines situations rares très à risque. C'est les deux objectifs. La particularité, parce qu'il y a beaucoup d'applications en ligne disponibles, c'est que nous, on va vraiment s'attacher aux deux membres du couple, à la fois donc un questionnaire féminin et masculin, c'est pas le cas de tous, et on se base vraiment sur des données scientifiques uniquement qui ont été validées par des études avec un fort niveau de preuve. Donc D'accord. c'est une application qui a été conçue par des biologistes de la reproduction, des cliniciens, gynécologues et andrologues. D'accord. Et est-ce que tu as déjà connaissance du nom de cette application? Alors elle s'appelle Predictef et elle va sortir dans les mois à venir. D'accord. Ouais, tu me diras quand est-ce qu'elle sera Avec sortie et je plaisir, rajouterai le lien dans la description. ça marche. Bah, tu as parlé du coup d'un des facteurs qui est quand même la thématique principale de cet épisode, donc la pratique sportive. Est-ce qu'il y a des bénéfices de la pratique sportive, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, pour améliorer ou maintenir un certain niveau de fertilité? Alors oui,
grand sportif que tu es, je vais pouvoir te rassurer par rapport à ça. Et effectivement, c'est une super question parce que on va le voir en fonction des niveaux, bien sûr, de pratique. L'activité physique va être bénéfique. Alors, en dessous et au-dessus d'un certain niveau, elle pourra impacter la fertilité, on va en parler aussi. Et puis, il y a autre chose aussi qui peut impacter, qui n'est pas tout à fait pareil, mais qui est quand même lié, c'est la sédentarité. Alors, pour l'activité physique, effectivement, on sait qu'elle est bénéfique, ça a été bien montré, sur la fertilité. C'est-à-dire que la pratique d'une activité physique régulière, dans les études, c'est au-delà de 2,5 heures, 2 heures et demie par semaine. Activité modérée à intense. Hein, donc il faut, voilà, faut transpirer, faut mouiller le maillot, comme on dit, euh, augmenter son rythme cardiaque. Euh, voilà, donc ça c'est important. Activité physique modérée à intense, plusieurs fois par semaine, sur un total cumulé de au moins 2,5 heures, jusqu'à 15 heures. On sait qu'on est bénéfique, pardon, ça a été montré sur les chances de grossesse spontanée. D'accord. Par plusieurs mécanismes qu'on pourra évoquer, à la fois chez madame et chez monsieur. Ok, donc au moins 2,5 heures d'effort d'intensité modéré à intense. Par contre, tu as dit jusqu'à 15 heures. Ça voudrait Alors, dire qu'au-delà, ça pourrait être au-delà, délétère? ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément un impact, mais les D'accord. études montrent que effectivement l'activité physique intensive, au-delà de 15 heures par semaine, est quand même plus à risque d'infertilité qu'elle n'est bénéfique. D'accord. Donc il y a une question d'intensité, 15 heures c'est quand même beaucoup, mais ça va concerner les sportifs de haut niveau. Et puis on le verra, il y a une question aussi de certaines disciplines spécifiques. D'accord. Voilà. Et quelques mots sur la sédentarité. Donc ce que j'ai dit, ça veut dire aussi que en dessous de ce seuil de 2,5 heures, ben, on va être la fertilité spontanée sera moins bonne. Donc ça, c'est important. Il y a un autre facteur qui rentre en jeu, qui est un peu différent, c'est la sédentarité. La sédentarité, c'est le fait d'être en position assise ou allongée, avec un métabolisme de base très faible, donc inactif, devant un écran, devant une télé, dans les transports en commun, plus de 5 heures par jour. Plus de 5 heures par jour, on est beaucoup à être sédentaire. Et Oui. c'est un grand mal de notre société, c'est cette sédentarité. Donc là aussi, il a été montré que l'absence de sédentarité était bénéfique. Donc on sait qu'il y a des petites mesures à prendre pour limiter ça, de se lever régulièrement, pour aller voir son collègue au lieu de lui envoyer un mail systématiquement, d'aller marcher pour aller à la restauration collective, aller au travail à pied ou en vélo. Il y a des choses qui facilitent tout ça, mais cette sédentarité, ben voilà, 5 heures par jour, on y est vite avec les temps devant les écrans. Donc il faut la limiter au maximum. C'est un peu en lien, bien sûr, avec l'activité physique, mais c'est deux choses différentes. On peut avoir une activité physique modérée à intense, régulière, et être sédentaire. Oui, ben là, je pense qu'on est même de nombreux sportifs sédentaires en fin de compte, Exactement. où on va faire 30 minutes de sport à 1 heure, même tous les jours, et en fin de compte, on reste quand même 8 heures assis par jour, très Et- rapidement. Exactement. Donc l'idée, c'est de jouer sur les deux. Et tu l'as dit, au moins 2 heures et demie par semaine. Alors ça peut être un peu variable selon les études, plus associé aussi à des séances de renforcement musculaire. C'est bien d'avoir les deux. D'accord. Activité physique modérée à intense, plus renforcement. Ah, c'est Euh, intéressant. Sur l'activité physique, c'est plutôt la part de renforcement musculaire ou plutôt la part d'entraînement cardiovasculaire qui va C'est les influencer? deux. Les deux ont été D'accord. montrés, c'est-à-dire que euh, sur un programme idéal, il faudrait faire au moins 2 heures et demie d'activité modérée et intense en termes voilà, d'endurance et de cardiovasculaire. D'accord. Donc augmentation importante du rythme cardiaque, voilà, transpiration, et puis aussi du renforcement musculaire en plus de ça. D'accord. Certaines études, alors là aussi c'est variable, mais je dirais même 2 séances par semaine de renforcement musculaire. Donc les deux vont jouer. Ok. Bon, ça a l'air de suivre quand même les recommandations de l'OMS
à savoir 30 minutes d'activité cardiovasculaire modérée, donc l'équivalent de la marche rapide, 30 minutes d'affilée par jour, plus 2 heures de renforcement musculaire par semaine. Exactement. Euh, et par quel mécanisme, du coup, cette activité sportive peut influer sur la fertilité? Ouais. Alors, les mécanismes qui peuvent expliquer d'abord un bénéfice. Alors, ces madames, ils sont plusieurs. Certains sont plus hypothétiques que d'autres, mais il y en a qui ont été bien montrés. Notamment, on parlait tout à l'heure des troubles de l'ovulation type SOPK, type syndrome ovaire polycystique. Hmm. La pratique d'une activité physique régulière, modérée à intense, a montré comme diminuant la résistance à certaines hormones, notamment la résistance à l'insuline qui a augmenté dans ce trouble de l'ovulation. Elle permet aussi, cette activité physique, de diminuer le niveau des androgènes. Les hormones androgènes, c'est la femme. Là aussi, qui contribue à ce syndrome des ovaires polykystiques. D'accord. Et donc, elles vont favoriser une bonne ovulation, en particulier chez ces patientes LPPK, et aussi par le biais donc, de la limite du poids. Après, ça c'est un petit peu plus hypothétique, il y a des travaux qui montrent que l'activité physique régulière diminue l'inflammation de bas grade et donc va contribuer à un meilleur équilibre entre les phénomènes antioxydants et les stress oxydatifs, donc au bénéfice des phénomènes antioxydants. Donc ça peut impacter la qualité des gamètes, la qualité de l'ovocyte chez la femme. Et puis le bénéfice de l'activité physique, il se voit sur la diminution du stress, sur la qualité du sommeil, sur la santé mentale en général. Donc Du ça, coup, c'est sur tous les facteurs important. préventifs. Et donc, ça va jouer exactement sur tous les autres facteurs préventifs. Et par ce biais-là aussi, ça va jouer sur l'axe hormonal. C'est quelque chose que j'ai pas dit qui est extrêmement important, c'est que les ovaires et les testicules, bien sûr, c'est eux qui vont fabriquer les ovocytes et les spermatozoïdes. C'est toute la machinerie interne aux ovaires et aux testicules qui va être en marche pendant plusieurs semaines. Mais en fait, c'est pas des organes qui fonctionnent tout seuls dans leur côté. Ils sont sous Hmm. la dépendance d'un axe hormonal qui dépend du système nerveux central. C'est ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, avec des mots un peu savants. Et on sait que l'activité physique va jouer sur cet axe hormonal, qui provient D'accord. donc de l'hypothalamus et de l'hypovis, donc du système nerveux central. Chez l'homme, les mécanismes, ils sont un petit peu ressemblants, donc c'est un meilleur fonctionnement de cet axe hormonal. Donc là aussi, ça contribue à un environnement hormonal chez l'homme qui est plus favorable pour la fertilité. Ce qui a été montré aussi, c'est une inflammation locale au niveau testiculaire et au niveau du tractus génital qui est diminuée, là aussi avec un meilleur équilibre par rapport au stress oxydatif, avec des phénomènes antioxydants qui sont voilà, apportés par l'activité physique régulière. Et ça Hmm. a un impact, par exemple, sur la qualité de l'ADN du spermatozoïde, c'est-à-dire de son matériel génétique. Et puis Donc chez l'homme, on on peut sait influer le matériel génétique au travers de l'activité sportive. exactement. Donc techniquement, les gènes du futur enfant. Alors, ça va pas modifier la séquence des gènes, ça va D'accord. modifier l'environnement autour des gènes. Et donc, quand je dis la qualité du matériel génétique, c'est de manière générale la qualité du noyau du Ah, spermatozoïde et donc toutes les enveloppes qui vont être autour des gènes et qui peuvent contribuer à la protection déjà vis-à-vis des facteurs de l'environnement, mais aussi à moduler leur expression. d'accord. Donc on peut jouer sur l'expression des gènes en fonction de son mode de vie. Exactement. Ça voudrait dire que Sans techniquement, impacter forcément la séquence d'ADN, mais en impactant ce qui est environnant cette séquence d'ADN. alors ça veut dire que, si j'ai bien compris, on ne change pas les allèles du génome, mais on peut aider certains à s'exprimer et d'autres à ne pas s'exprimer. Ouais, tout à fait. On sait que la qualité de tout ce qui va entourer le génome au sein D'accord. du noyau du spermatozoïde, comme un noyau de toute cellule, est important
pour la bonne expression. Par exemple, dans le spermatozoïde, il y a un environnement du génome qui est très condensé pour le protéger, parce que le spermatozoïde, c'est la seule cellule qui est destinée à quitter le corps. Elle D'accord. a un destin qui est assez incroyable. Elle va devoir résister à toutes les agressions de l'environnement, aux agressions de l'environnement féminin, si je peux dire comme ça, puisqu'elle va arriver dans le tractus génital féminin. Et donc, comme son matériel génétique est très condensé, et ça c'est une particularité du spermatozoïde, il va résister aux agressions de l'environnement, par exemple au pH acide qu'il y a dans le vagin, etc. Et s'il n'avait pas cet équipement particulier, ben, on aurait un ADN extrêmement fragmenté. Donc on sait qu'il y a des causes d'infertilité qui sont liées par exemple à un défaut de l'empaquetement du Hmm. génome qui le rend sensible à des agressions de l'environnement et qui favorise sa fragmentation. D'accord. Et Est-ce que ça l'activité va physique peut réduire ça. D'accord. Et est-ce que ça va influencer aussi la vivacité du flagelle, si je dis pas de bêtises? C'est Ouais, le alors, flagelle sur les il y a, gamètes mâles? ouais, tout à fait. Il y a des études qui montrent, par exemple, qu'il y a une augmentation significative du nombre et de la mobilité des spermatozoïdes chez Hmm. des hommes qui ont une activité physique régulière récréative. D'accord. Ça, c'est intéressant. Donc, pas mal de mécanismes chez l'homme. Le dernier qu'on n'a pas évoqué, c'est aussi, ça c'est quelque chose qu'on voit aussi dans d'autres organes, c'est un effet bénéfique de l'activité physique sur le système vasculaire et cardiovasculaire. Et ça a un effet indirect sur la santé sexuelle et la fonction érectile. Et donc, par conséquent, sur la reproduction. D'accord. Ah oui, puisque en fin de compte, les troubles de l'érection seraient principalement liés à des problèmes circulatoires? Ça peut, pas toujours, être lié à des problèmes vasculaires. D'accord. Et alors pour revenir sur ce que tu disais sur la modulation de l'expression des gènes, ça c'est super intéressant. J'avais entendu, je crois sur un podcast, qui disait que le fait d'avoir un taux mitochondrial à la naissance plus ou moins haut, ça provenait principalement de l'activité physique de la mère. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles on a des données dessus, si tu es informé, ou est-ce que Ouais. c'est quelque chose sur lesquels Alors, c'est peut-être totalement n'importe il y quoi, a, mais il y a, non, c'est possible. Alors, c'est des données, c'est des études que je connais pas bien. Je sais qu'elles sont assez rares, souvent chez l'animal, mais il y a des liens qui ont été montrés entre pratique de l'activité physique et qualité à la fois du noyau et du cytoplasme de l'ovocyte. Donc, d'accord. en tout cas, c'est des choses qui sont tout à fait possibles au plan mécanistique. Et on sait que les mitochondries qui sont contenues dans le cytoplasme de l'ovocyte ben, sont aussi impactées potentiellement par les modes de vie et l'environnement. Oui, ce qui paraît cohérent en fin de compte, puisque c'est Hmm. c'est dans le liquide qui est contenu dans la cellule. Donc là, on a parlé du coup des facteurs bénéfiques sur la fertilité. Mais tout à l'heure, tu parlais donc des efforts au-delà de 15 heures qui peuvent, hein, qui ne sont pas forcément, mais qui peuvent être délétères. Déjà, pourquoi? Et est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent être délétères dans la pratique sportive? Ouais, tout à fait. Alors, par des mécanismes parfois différents, oui, la pratique d'une activité physique très intense, hein, souvent bien au-delà de 15 heures, peut être délétère. Chez la femme, ça va passer beaucoup par ce fameux axe hormonal, l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien, là dont je parlais, qui va contrôler un petit peu le fonctionnement des ovaires. Ben, on sait que ben, il est très sensible aussi au fonctionnement d'autres hormones. Donc, euh, des, euh, des individus qui sont en sous-poids, on sait que par exemple, elles vont sécréter moins de leptine, Hmm. qui est sécrétée par les tissus adipeux. Et on sait que cette leptine, elle est plutôt activatrice, c'est-à-dire qu'elle favorise la bonne pulsatilité, la bonne sécrétion d'une hormone qui s'appelle la GnRH et qui est très déterminante dans le bon fonctionnement de cet axe hormonal dont je parlais. Euh, Toujours ces patientes en sous-poids, et même si elles ne sont pas en sous-poids, ce qui est vraiment important, c'est le rapport entre masse musculaire et masse grasse. Une activité physique très intense.
peut conduire à une diminution importante de la masse lipidique au profit de la masse musculaire. Ça modifie l'équilibre hormonal, notamment D'accord. par cette diminution de leptine. On sait qu'il y a d'autres choses qui vont être sécrétées. Alors, je pense par exemple aux marathoniennes, où on va avoir des sécrétions plus importantes d'endorphine, de cortisol, donc fameuse hormone, hein, l'endorphine qui fait que quand on va faire une course à pied, ben, au bout d'un moment, on se sent bien, une hormone plutôt du plaisir. Ben, on sait que, à contrario, elle va avoir un effet plutôt inhibiteur vis-à-vis de la bonne sécrétion de l'hormone importante dont je parlais tout à l'heure, la GnRH. Donc cet équilibre hormonal, il peut être perturbé effectivement quand il y a une diminution trop importante de la masse grasse, donc les patientes en sous-poids, je pense aux marathoniennes. Donc ça, c'est un des principaux mécanismes. Voilà, les efforts intenses avec un déficit énergétique, on sait que ça va perturber aussi le fonctionnement hormonal parce que l'organisme, c'est normal, va plutôt privilégier certaines fonctions de survie, de performance, au dépend de la fonction de reproduction. D'accord. Voilà, donc on voit chez la femme différentes situations, mais c'est en particulier cet axe hormonal qui provient du système nerveux central qui peut être perturbé. Alors, je pense au sport esthétique, comme le patinage, par exemple, la natation synchronisée, ou des fois, on voit des patientes peut-être ayant des masses grasses trop faibles. Oui, bah, tous les sports en fait où il va y avoir soit des contraintes esthétiques qui poussent souvent à la maigreur, hein, que ce soit dans le monde de la danse ou dans tout ce qui va être artistique, mais il y a aussi tous les sports à catégorie de poids où en fin de Exactement. compte il faut essayer d'optimiser le plus possible sa masse maigre et de fait essayer d'avoir le moins de tissu adipeux possible. Et ça peut provoquer des désordres hormonaux. Chose qu'on voit beaucoup hein, chez les sportifs. D'ailleurs, petit message d'alerte à ce niveau-là. Là, c'est plutôt la part du diététicien qui parle. Le fait de ne pas avoir ces règles parce que vous êtes en sous-nutrition mène à un syndrome, on parle de RED-S, qui est extrêmement dangereux pour la santé, qui peut parfois être vécu comme quelque chose de bénéfique, c'est-à-dire qu'une femme qui a des douleurs de règles, tomber dans une situation d'aménorrhée permet de ne plus avoir de douleurs, donc de ne plus être impacté lors des entraînements et des compétitions. C'est à double tranchant, c'est-à-dire que ça ne dure qu'un temps, et après il va y avoir aussi d'autres adaptations qui vont être mises en place, ce qui fait que ce sera très très compliqué de récupérer. C'était le Complètement. petit aparté. Et Exactement. vis-à-vis de la leptine, donc la leptine, je savais qu'elle avait une influence sur la satiété, donc une hormone produite par le tissu Ouais, adipeux qui tout à fait. permet de sentir le fait que j'ai plus faim. Mais je savais pas que ça avait une influence sur la GnRH. Donc GnRH, c'est pour gonadotrope. Ouais, l'hormone gonadotrophe, qui va jouer sur l'hypophyse, et l'hypophyse va elle-même sécréter des hormones, FSH, LH, va jouer sur les ovaires, Ok. ou sur les testicules. Et donc, je te rejoins tout à fait sur cette situation à risque, hein, c'est la femme. Et puis, on peut parler aussi des sports d'endurance, comme le cyclisme, la course à pied. Hmm. Là, on va se retrouver dans une situation de déséquilibre hormonal, voilà, de trouble de l'ovulation plutôt d'origine centrale, avec un déficit gonadotrophe. Et puis, chez l'homme, on sait que là aussi, l'entraînement intensif peut, avec des situations de déficit énergétique, aussi conduire à une altération hypothalamo-hypophysaire, hein, déficit hypo-hypo. On sait que des situations de pratique physique intensive peuvent conduire à des hyperthermies au niveau du scrotum, c'est-à-dire une augmentation de la température au niveau des testicules, et également induire des microtraumatismes. Tout ça, c'est facteur de risque d'infertilité. La régulation de la chaleur au niveau du testicule, c'est un paramètre fondamental pour la bonne production de spermatozoïdes. Et puis là aussi, il peut y avoir des situations de stress, de pratique intensive, d'entraînement très intensif qui conduit à des domaines de stress oxydatif élevé, pouvant altérer l'ADN spermatique, le génome du spermatozoïde. D'accord. Donc les sports chez l'homme qui ressortent beaucoup, comme pouvant être potentiellement à risque, même si attention, le message c'est que c'est pas parce qu'on pratique ces sports-là qu'on aura forcément des problèmes d'infertilité, non, mais c'est ce qui a été le plus décrit, c'est par rapport au cyclisme,
et à l'haltérophilie. Donc le cyclisme, c'est notamment par rapport à ces situations d'hyperthermie au niveau des testicules prolongées et les microtraumatismes qui expliquent ça. D'accord. Euh, alors, sur l'hyperthermie, et tu en avais parlé aussi au tout début, à dire les problèmes plutôt mécaniques des gonades chez les hommes, donc des glandes qui permettent de produire les spermatozoïdes qui sont pas suffisamment descendues. Donc je suppose que bah, si elles sont à l'extérieur du corps, c'est qu'elles ne sont pas à la même température que le corps. Quelle est la température idéale pour les spermatozoïdes? C'est 35 à peu près, donc environ 2 degrés de moins que la température corporelle. Euh, D'accord. et donc il y a des systèmes mis en place, hein, la nature est bien faite, pour justement abaisser cette température au niveau du scrotum, au niveau des testicules. Notamment, il y a un système vasculaire qui fait qu'en fait un système veineux qui va capter la chaleur du sang qui arrive au niveau du testicule. Il y Hmm. a également ce qu'on appelle le système scrotal, c'est-à-dire qu'au niveau du scrotum, il va y avoir un muscle qui, en situation d'hypothermie, va rapprocher les testicules de la cavité abdominale, les mettre un petit peu plus en position haute, ou se distendre et en situation d'hyperthermie, les éloigner du corps. Également, les plissements au niveau de la peau du scrotum vont contribuer à augmenter ou diminuer les surfaces d'échange avec l'air et donc moduler comme ça la chaleur. Donc tous ces systèmes vont permettre de diminuer de manière physiologique d'environ 2 degrés la température au niveau des testicules pour leur bon fonctionnement et la bonne production du nombre de spermatozoïdes. Ok. Ah, c'est bien conçu, hein. C'est bien fait. Et donc le danger donc de l'hyperthermie, du coup, c'est, je suppose, la mort des spermatozoïdes ou la dégradation de l'ADN. Ouais, et puis une diminution de la production. C'est surtout ça qu'on voit. D'accord. Donc diminution de production. Et tu as parlé de micro-traumatisme. Moi, ça me fait penser plutôt à des chocs. Qu'est-ce que tu entends par traumatisme? Ça peut être des microtraumatismes répétés, par exemple en vélo, Ah, les vibrations. exactement, à distinguer, qui là aussi peut impacter la fertilité, du vrai traumatisme testiculaire qui lui peut impacter la fertilité. Alors vraiment s'il est important hein, à recevoir vraiment un coup produisant un œdème ou un hématome au niveau des testicules. Là, on sait qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une rupture de la barrière hématotesticulaire, c'est-à-dire peut-être un passage de sang au niveau des testicules, et la D'accord. production d'anticorps. Donc, les propres anticorps du patient peuvent être fabriqués et dirigés contre les spermatozoïdes, et ça peut gêner leur fécondation. Ok. Et donc ça se retrouverait sur des sports, sports de combat ou Ouais, autres, où il peut y avoir un coup mal placé. Ou... exactement. Sport de combat, sport co. Voilà, alors il y a des sports co qui utilisent des mesures de prévention, hein, beaucoup de sportifs ont des coques, et donc Hmm. finalement, pour parler un petit peu du rugby, puisqu'on est en terre occitane, Hmm. dans le rugby, qui est un sport très exposé à ce genre de traumatisme, il n'y a pas vraiment de publication qui montre une augmentation de l'incidence de traumatisme ayant entraîné une infertilité. Mais attention, c'est des choses sur lesquelles il faut être vigilant, il faut prévenir justement par l'utilisation de ces protections. D'accord. Alors ça m'amène deux questions. Est-ce que l'influence par exemple de la pression, je pense par exemple à ceux qui font de la plongée sous-marine ou des apnées en profondeur, est-ce que ça pourrait influencer justement ces micro-traumatismes au niveau testiculaire? Pas à ma connaissance. D'accord. J'ai pas connaissance de données qui montreraient donc un problème de régulation de la pression euh, responsable d'une altération, par exemple, de la production de spermatozoïdes. Ok. Pas à ma connaissance. Est-ce que le fait d'avoir des traumatismes physiques, qui ne soient pas forcément directement sur les testicules, mais par exemple en rugby, le fait d'avoir un traumatisme crânien, le fait de prendre des coups sur des sports de combat, une chute en ski ou peu importe, est-ce que ça pourrait altérer la fertilité? Oui, mais c'est quand même pas la chose la plus fréquente. Mais oui, tu as raison. Sur des situations bien particulières, c'est le cas des blessés médulaires.
La Mhm. transmission neuronale, elle est importante pour la qualité de l'érection et de l'éjaculation. C'est le cas aussi s'il y a un état inflammatoire chronique, D'accord. chez les patients polytraumatiques par exemple. On peut avoir un état inflammatoire de base systémique, chronique, qui peut altérer, augmenter le stress oxydatif et altérer la quantité et la qualité des gamètes. Et puis, oui, voilà, bien sûr, toute atteinte après, on va dire, cérébrale qui pourrait impacter la production d'hormones euh, qui jouent sur ce fameux axe hypothalamo-hypophysaire, effectivement, peut être une cause après plus tard d'infertilité. Mais c'est vraiment sur les causes spécifiques et c'est pas le cas de manière très fréquente. D'accord. Oui, donc de manière générale, c'est plutôt des problèmes de température ou de traumatisme localisé. Ouais, exactement. Hmm. Et ça va influencer sur la production et l'ADN La production, l'ADN et la mobilité. et la mobilité. Ok. Euh, Tu as parlé tout à l'heure d'un élément très intéressant, à savoir le dopage. Qu'est-ce que tu as pu voir un petit peu sur l'impact du dopage sur la fertilité? Ne mets pas dopé, hein, comme disaient comme disaient les vignoles. On parlait de cyclisme, non, on va éviter les... Non, non, c'est une question sérieuse et importante. Tu as raison. Là aussi, alors il y a des situations à distinguer. C'est le fait d'utiliser un ou plusieurs produits, le fait de les utiliser de manière chronique, et puis il y a la sensibilité individuelle. Tout ça fait que des personnes seront plus ou moins sensibles aux produits dopants. Mais c'est une question importante parce que beaucoup de produits dopants sont très impactants sur la fertilité. Donc ça, c'est un message d'information qu'il faut absolument tenir aux instances sportives, aux clubs. Euh, En première ligne, il y a les stéroïdes anabolisants et la testostérone. C'est un peu un faux ami. On se dit la testostérone, ah ben c'est très bien, il en faut pour fabriquer les spermatozoïdes. Et en fait, c'est un faux ami. Pourquoi? Parce que ben, ça va inhiber justement cet axe hormonal qui provient du système nerveux central. Ça va le freiner. Si la testostérone est amenée de manière exogène, par un médicament, par un produit dopant, elle ne sera pas en concentration physiologique et donc elle va freiner cet axe hormonal et on va avoir rapidement une diminution de la production de spermatozoïdes. Donc la testostérone est contraceptive, contrairement à ce qu'on pense. Oui, mais en Il y a fin de d'autres, compte, la pilule chez la femme, c'est des hormones qui permettent de stopper la production naturelle. ouais, de la Donc même là, façon. c'est le même procédé. Si on s'injecte de la testostérone Mhm. synthétique, on arrête la production naturelle. Exactement, toujours par un effet, on appelle ça un rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire un effet qui va venir inhiber la sécrétion normale physiologique d'hormones hypothalamo-hypophysaires, c'est-à-dire du système nerveux central. Il y a d'autres exemples, l'hormone de croissance perturbe la résistance à l'insuline. Le PO a été montré à un moment comme modifiant l'hypoxie au niveau testiculaire, accélérant D'accord? l'hypoxie au niveau testiculaire. Les amphétamines peuvent provoquer des stress oxydatifs, des troubles de l'ovulation. Donc oui, la majorité des produits dopants sont très mauvais pour la fertilité. C'est pas Ouais. forcément irréversible. Ah, ça veut dire que un individu qui prend par exemple des stéroïdes anabolisants, une fois qu'il arrête d'en prendre, il pourrait relancer la testostérone naturelle. Ouais, exactement. Mais est-ce qu'il y a des fois où ça n'arrive pas? Ouais, sur des traitements très prolongés, effectivement. Ok. Donc, attention. Donc, ok. Donc, stéroïdes anabolisants, le rétrocontrôle négatif qui amène un arrêt de la production naturelle, l'AGH qui peut amener à de la résistance à l'insuline, de l'EPO qui peut accélérer l'hypoxie testiculaire, et les amphétamines, tu m'as dit, quel est l'impact? Les stress oxydants, voilà, les troubles de l'ovulation. Ok. Si l'usage en fait est prolongé et multiple, plus la réversibilité sera difficile.
Ok. Alors bon, on a fait pas mal le tour hein, sur l'influence du coup de la pratique sportive, qu'elle soit bénéfique ou délétère chez l'homme, chez la femme et dans quelles circonstances. Euh, Il y a une autre question que je voulais te poser. Est-ce que tu pourrais nous parler du coup du dopage plutôt d'ordre mécanique? Alors, j'ai entendu dire qu'il fut un temps où on mettait volontairement les femmes enceintes avant une Oh là. compétition pour qu'il y ait une montée hormonale et qu'il y ait une amélioration des performances. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle et est-ce que ça pourrait réellement avoir un impact de tomber enceinte sur sa capacité de performance? Alors, j'ai entendu parler de ça sur des périodes aux alentours des années 60, 70, surtout dans les pays d'Europe de l'Est, Hmm, l'ex-RDA par exemple. C'est une pratique très à risque qui était basée sur une théorie qui n'a pas forcément été confirmée, à savoir que les performances en début de grossesse, alors bien sûr c'est en début de grossesse, premier trimestre, c'est amélioré par une augmentation du volume sanguin, une facilitation du transport de l'oxygène, hmm, une meilleure récupération, une tolérance à l'effort qui serait meilleure. J'ai vu des choses passer sur ça, sur des pratiques bien sûr qui ne se font plus, qui étaient hmm, extrêmement dangereuses parce que derrière il y a aussi le risque obstétrical, il y avait des avortements, donc c'est vraiment une pratique à proscrire et en plus sur une théorie qui n'est pas forcément validée, de dire que voilà la physiologie de la grossesse faciliterait les performances physiques. Donc c'est une pratique quand même hyper étonnante. On se pose la question aussi de l'effet bénéfique de l'hyperestrogénie, puisque pendant la grossesse, il y a un niveau en œstrogène et en progestérone qui est très élevé. Et donc on se pose la question, oui, il y a certains travaux qui ont montré que l'hyperestrogénie euh, améliorait les performances à l'effort, la récupération. C'est vrai. Peut-être qu'il y a des périodes du cycle où certaines patientes, et là aussi il y a des variabilités interindividuelles, sont moins fatiguées, moins performantes que d'autres en lien avec l'hyperestrogénie. Ça c'est vrai, mais ça justifiait pas en tout cas ces pratiques-là. hmm. Oui, déjà sur le plan éthique, de manière générale, que ce soit pour la santé de la mère et pour le devenir de l'enfant, tomber enceinte pour une performance sur une compétition, c'est pas C'est terrible. c'est assez étonnant, assez hallucinant. Pour rester sur le sujet de la femme, est-ce que tu pourrais nous parler du phénomène de la ménopause? Euh, Déjà, vers quel âge ça va advenir et qu'est-ce que ça va influencer chez une femme? D'accord? Alors la ménopause, ça se définit par une absence de règles pendant plus d'un an, à la suite donc d'un processus qui a fait que le stock d'ovocytes s'est épuisé. La ménopause, elle est liée à l'arrêt du fonctionnement des ovaires, à la fois au plan hormonal, mais aussi dans leur fonction d'ovulation. Et donc c'est lié avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, qui est cet épuisement du stock d'ovocytes au cours de la vie. Et au bout d'un moment, ça va créer la ménopause. Les ovaires arrêtent de fonctionner. En général, en moyenne, c'est vers 50-51 ans. Voilà, donc c'est un mécanisme qui est physiologique. D'accord. Alors, il peut y avoir des petits symptômes qui sont liés en fait à cette carence en œstrogène. On retrouve les signes de l'hypoœstrogénie. Donc voilà, on peut avoir des troubles de l'humeur, une sécheresse vaginale, donc une certaine irritabilité, des troubles du sommeil, Hmm. une fatigue. Voilà, c'est des choses qui apparaissent et qui sont le signe de cette carence œstrogénique. Ok, et qui sont principalement de cause hormonale. Exactement. Et En sachant qu'en plus, les œstrogènes sont importants pour le bon fonctionnement du métabolisme cardiovasculaire et osseux. Donc il peut y avoir des carences œstrogéniques qui peuvent au cours de la ménopause, induire des perturbations à ce niveau-là. oui, donc il peut y avoir plus de prévalence à avoir de l'ostéoporose une fois ménopausée. Exactement.
Et ces symptômes prémenstruels, donc qui arrivent à peu près aux alentours des 50 ans, ça dure à peu près combien de temps? Ouais, alors c'est variable en fonction des patients, hein, mais ça peut s'estomper, mais après, ben, l'hypoœstrogénie, elle persiste. D'accord. Donc, euh, il existe des traitements hormonaux substitutifs qui vont permettre de contrecarrer tout ça, mais c'est un phénomène irréversible. Ok. Et ça, Mais les, malheureusement, on mais peut les pas le tra- retarder. on ne peut pas le retarder, non. On ne peut pas jouer sur ce stock. Mais les symptômes, eux, peuvent régresser. Et on parlait justement du coup de l'activité sportive. Est-ce que les filles de parents sportifs ont un stock d'ovocytes plus important ou est-ce qu'on n'en sait rien? Non, alors Sujet à ça étudier. on n'en sait rien. Si j'ai à étudier, intéressant. Mais non, on n'en sait rien. Ça voudrait dire que l'activité physique chez les parents est suffisamment bénéfique pour après conditionner la réserve ovarienne et le stock à la descendance. Ça peut passer par des mécanismes génétiques ou épigénétiques. C'est Hmm. possible, non démontré à ce jour, en tout cas à ma connaissance. D'accord. Et donc on parlait de la ménopause chez la femme. Est-ce que les hommes ont une certaine forme d'andropause? Est-ce que ça impacterait une baisse de la fertilité? Alors, oui, alors moi je suis pas un spécialiste de la ménopause et de l'andropause. Alors, on n'aime pas trop le terme andropause, mais oui, chez l'homme, on peut parler d'un déficit androgénique lié à l'âge, qui est beaucoup moins systématique que chez la femme, qui peut être progressif à des âges variables. Mais on sait que ça, ce déficit androgénique, ben, il va diminuer la libido, augmenter certains types de l'érection, augmenter la fatigue, diminuer un peu l'énergie, la motivation ou la force musculaire. Voilà, et à des âges variables, souvent bien sûr après 50 ans. Mais de manière beaucoup moins systématique et de beaucoup moins marquée et brutale que chez la femme. Mais ça n'influence pas réellement la fertilité, outre les problèmes d'ordre mécanique. Ça voudrait dire qu'un homme pourrait féconder jusqu'à sa mort? En théorie, oui, mais les études montrent que quand même, les paramètres spermatiques, en particulier le nombre et la mobilité des spermatozoïdes, diminuent avec l'âge du patient. Alors, de manière beaucoup moins marquée que ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur l'impact de l'âge féminin sur la quantité et la qualité des ovocytes, mais il y a Hmm. quand même un lien entre avancement de l'âge masculin et qualité des paramètres du sperme. D'accord. Donc, pour te donner une idée, on sait qu'un homme de 60 ans a 50% de risque en plus d'avoir des paramètres spermatiques altérés. Mais là aussi, comme ce qu'on évoquait tout à l'heure sur l'impact des toxiques environnementaux, sur la fertilité des populations et la concentration moyenne de spermatozoïdes, ça a diminué, mais ça ne veut pas dire qu'il est infertile. Ok. On peut passer de 40 millions à 20 millions de spermatozoïdes, il y a une diminution de 50%, mais on est toujours fertile. D'accord. Donc, oui, il y a une augmentation quand même du risque d'infertilité avec l'âge de monsieur, mais de manière moins marquée que l'avancement de l'âge féminin. Super. Ouais, j'ai fait à peu près le tour de toutes les questions que j'avais sur le sujet. Quelles sont les grandes questions que l'on se pose à aujourd'hui dans le monde de la recherche sur la fertilité, dans ta branche de recherche? Alors, on se pose des questions sur l'exploration des infertilités, le diagnostic. Il y a encore 10 à 20% des causes d'infertilité qui sont inconnues. Et donc, on sait qu'il y a des choses, des travaux de recherche à mener par rapport à ça, par rapport à l'interaction des gamètes, par rapport au développement de l'embryon, par rapport au phénomène d'implantation. Il y a des effets d'implantation qui peuvent expliquer des causes d'infertilité. Donc, il y a des travaux de recherche à mener par rapport à ça. Nous, on s'attache aussi à mener des travaux pour l'amélioration des techniques d'assistance médicale à la procréation. Ces techniques, elles offrent des succès, mais elles sont encore sous-optimales, hein. Si on raisonne, tout à l'heure, j'ai parlé le taux de 40% de chances de grossesse sensible, c'est en moyenne. Si on raisonne en taux d'accouchement, en tenant compte les grossesses qui n'évoluent pas, les fausses couches, etc.,
Les résultats Oui, de la ça c'est danse juste l'accroche de l'ovocyte mm, sur, dans de, l'utérus. de l'embryon dans l'utérus, exactement. Et si on raisonne en taux d'accouchement, les résultats nationaux de l'Agence de la biomédecine parlent d'un taux, en France, en moyenne, d'environ 25% du taux de naissance vivante par tentative de fécondation in vitro. Donc il y a encore des progrès à faire sur ces tentatives de fécondation in vitro, à la fois dans l'amélioration aussi des conditions de culture des embryons, dans la sélection du meilleur embryon à transférer. On sait qu'il y a beaucoup d'embryons qu'on obtient qui ne sont pas capables de se développer. Donc des travaux à faire par rapport à ça. Et puis on en a parlé tout à l'heure, des travaux aussi par rapport à la prévention de l'infertilité, y compris avant même d'amorcer un projet bébé. Et donc là, il faut faire extrêmement attention donc à tout ce que tu avais dit tout à l'heure, les phtalates, les PFAS, les pesticides, le bisphénol, le tabac, les toxiques alimentaires, Mmh, le stress, exactement. avoir une pratique sportive et ne pas stresser si ça fonctionne pas au bout de quelques mois. Tant que ça fait pas au moins un an que vous essayez régulièrement, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, Pas surtout si d'inquiétude vous à avoir avez avant moins de 35 35 ans. ans. Exactement. S'il n'y a pas de cause avérée d'infertilité dans les antécédents médicaux. Ok, super. Pour ceux qui souhaitent te contacter, tu préfères qu'ils passent par quel moyen? Le plus simple est par mail, s'ils le souhaitent. Donc, gatimail.n comme Nicolas, arobase chu-toulouse.fr. C'est noté. Eh bien, je mettrai ça dans la description. Je te remercie pour toutes ces informations. J'ai appris plein de choses aujourd'hui. Merci beaucoup. Pour finir, peut-être quelques mots de conclusion. Ouais. Je te remercie infiniment de m'avoir permis de parler de ce sujet et en lien avec l'activité sportive. C'est un sujet dont on ne parle pas assez. La fertilité, ça peut paraître un sujet qui est un sujet médical de pays développés, parce que oui, c'est sûr que ça impacte pas le pronostic vital comme certaines maladies, mais c'est un vrai sujet de santé publique très important qui va toucher à l'identité, à la continuité de la vie, à la filiation, aussi au sens de la vie. Donc on a des couples infertiles qui expriment une réelle souffrance euh, psychique, hein, un vécu d'injustice. Donc il y a un vrai besoin de prévenir et de traiter l'infertilité. Et d'ailleurs, c'est un vrai problème de santé publique qui a été soulevé par le plan fertilité récent, voilà, mis en lumière par le ministère. Et puis de manière mondiale, si les couples ont moins de 2 enfants en moyenne par couple, ça veut dire que la population va de fait diminuer, hein. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci infiniment, Kevin. Je te dis peut-être à bientôt sur le podcast. À très bientôt. Au revoir Ciao, à tous. ciao.